Merci, Monsieur le Président. Merci encore une fois de tenir cette séance dans la journée de 8 mars, la journée mondiale de la femme. C'est significatif. Je traite le statut précurseur de la femme en Tunisie. Le statut précurseur de la femme en Tunisie n'était pas du tout un don du ciel. Il n'était pas aussi un bloc élaboré d'un seul coup magique. C'était un travail d'hommes et de femmes des siècles durant. En effet, tant d'initiatives ont été déployées à travers l'histoire dans une perspective de l'émancipation de la femme en Tunisie. Au début, cette lutte était une émanation féminine et solitaire. Pour avoir plus d'impact, elle est devenue mixte et collective. L'institutionnel, les réseaux de la société civile et les médias ont fait bouger la situation pour le bien de la femme. Nous essayons de personnaliser cette longue démarche en perspective en présentant des exemples justificatifs. En effet, Élissa, Didon, s'enfuit de Tyr après que son frère Pygmalion eut assassiné son époux. Elle était très belle et d'une grande intelligence, mais surtout, elle était rusée comme un renard. Donc, elle ne partait pas toute seule, en exil, et les mains vides. En effet, elle fut accompagnée de ses fidèles serviteurs, des femmes et des hommes, de haut rang. Il y avait même des sénateurs avec elle. En prenant avec elle aussi, je dis, elle ne partait pas les mains vides. Elle a pris tout le trésor de son défunt mari. Ainsi, elle réussit à acheter un terrain grand comme une peau d'un bœuf. Mais une peau d'un bœuf, qu'est-ce que ça va donner? Qu'elle découpe en fines lanières qui servirent à délimiter le territoire de la nouvelle ville Carthage. Et il s'avère qu'avec ce périmètre-là, car sur la côte de l'Afrique du Nord, en 1814 avant Jésus-Christ. Très vite, Carthage fut en plein essor. Elle tira sa prospérité de son commerce avec l'Afrique, Carthage avec l'Afrique et avec l'Europe en même temps. Carthage, c'était le trait d'union entre le nord et le sud, en 814 avant Jésus-Christ. Élissa fut victime de son succès, car Larba, roi des Gétules, tomba fou amoureux d'elle, il l'obligea à l'épouser. En signe de protestation, elle s'est immolée sur un bûcher pour échapper à cet acte de malveillance. Là, vous voyez, l'immolation d'Élissa, ça revient à l'immolation du gars qui a déclenché le 2011 en Tunisie. L'autre fois, c'est une femme, maintenant, c'est un homme.
Ainsi, cette femme exceptionnelle, illustre figure du passé lointain, fut alors honorée par son acte héroïque qui a marqué à jamais son refus de se soumettre à l'hégémonie de l'homme en brandissant solennellement le droit de la femme à la liberté de dire non au mariage forcé. Déjà un point positif, ne pas accepter un mariage forcé. Son souvenir vivace est gravé à jamais dans la conscience collective en Tunisie. Elle fut l'icône des femmes et plusieurs familles donnèrent Elissa, prénom à leur fille. Moi-même, ma fille, elle s'appelle Elissa. D'autres femmes de Tunisie ont pris la relève pour assurer haut et fort la pérennité de leurs revendications légitimes pour la liberté, l'émancipation, l'autonomisation, l'égalité des chances et du genre. Et quand les femmes aspirent à la dignité et agissent ensemble, je dis ensemble, c'est pas au début ils étaient solitaires, mais là c'est ensemble. Dans un sens, le monde bouge. La liste des combattantes est longue. Nous prenons un échantillon de quelques-unes pour illustrer le contexte. On va à Arwa al-Qayrawaniya, c'est-à-dire Arwa la Kérouanaise, de Kérouan, la fille de Kérouan, qui obligea le calife al-Mansour, Abu Ja'far al-Mansour, le calife de Abbasside, de bien vouloir accepter le contrat de mariage de sa ville, Kérouan. Alors, autrefois, chaque ville a son contrat spécifique. Kérouan, le mariage à Kérouan, obligation de ne pas avoir, qui impose la monogamie. Si vous voulez la polygamie, cherchez une autre femme. Moi, c'est monogamie. Vous prenez une autre femme, je divorce. C'était aussi à sa demande que le calife El-Mansour a fondé Bagdad. Donc Bagdad a été l'émanation d'une femme tunisienne. Ouais. Là, on peut aussi on peut aussi revenir à Jazi al-Ahlaliya. Jazi al-Ahlaliya qui est arrivé avec Banu Hilal, l'expédition de 200 000 Bédouins de la Haute-Égypte en 1051 contre les Irides de l'Ifriqiya. Parce qu'autrefois, la Tunisie s'appelait Ifriqiya. L'Afrique. Oui. Qui a donné après son nom à toute l'Afrique. Qui voulait rompre avec son suzerain fatimide. Cependant, Jazi al-Ahlaliya était d'une beauté extrême et d'une intelligence rare. Très souvent, la beauté et l'intelligence entraînent la femme à jouer un rôle prépondérant dans la société. Jazi al-Ahlaliya, donc, elle a réussi à pacifier les tribus en Tunisie pour élargir et enraciner l'arabisation. C'est un phénomène vraiment colossal. L'arabisation et l'islam en Ifriqiya, la Tunisie d'aujourd'hui. Une autre femme, encore une de Kérouan, Milal, fille d'Al-Mu'izz ibn Badis à Stanhaji, elle était le chef de gouvernement stanhagite en Tunisie.
une femme chef de gouvernement. Nous retenons aussi Saïd al-Manoubiya, la sainte de Tunis au XIIIe siècle, qui a veillé à prodiguer une lutte acharnée contre la pauvreté pour apporter de l'aide aux familles nécessiteuses. Aziza Othmana, la fondatrice, est née en 1909. Elle refuse les inégalités des soins en apportant ce secours à sa fondation aux malades et aux défavorisés. Avant sa mort, elle a fait don de tous ses biens aux pauvres et aux associations caritatives. Un hôpital près de la Casbah, c'est-à-dire près du gouvernement de Tunis. Le gouvernement, c'était le Casbah. Alors, l'hôpital d'Aziza Othmana, c'est juste à côté du gouvernement. C'est-à-dire, c'est significatif que la femme, elle a fait combien elle a fait pour la santé des femmes en Tunisie. Tawhida Ben Cheikh, première femme médecin née en 1902. Elle contribue à la mise en place du planning familial en 1963. Vice-présidente du Croissant Rouge tunisien, elle dirige la revue féminine Leila. À l'initiative de la maire de Montreuil, Dominique Vernet, elle a créé un centre de santé de Tawhida Ben Cheikh. La poste tunisienne a émis un timbre à son effigie. La Banque de Tunisie, la même chose, a émis un billet de 10 dinars à son honneur. La municipalité de Ras el-Jbel a inauguré un buste de Tawhida Ben Cheikh. Habiba Menchar, 1929, elle était militante et elle donnait des conférences sur la femme musulmane de demain pour ou contre le voile. C'est-à-dire déjà en 1929, les femmes en Tunisie pensent de quoi s'agit-il là, pourquoi mettre le voile. Radia El-Haddad, la présidente de l'Union des femmes qui a appliqué les prérogatives de Bourguiba. Wassila Bourguiba, c'était la femme de Bourguiba. Elle se mêlait tout le temps de l'affaire de l'État. Rien ne passe avant qu'elle donne son avis. En effet, les groupuscules islamiques prétendent remettre en cause les acquis du statut précurseur de la femme en Tunisie. Pour revenir des siècles en arrière, ils récusent la modernité, le progrès et revendiquent le retour aux traditions, aux mœurs, aux coutumes et à la charia, pure et dure. Ils réclament surtout la réinstauration de la polygamie de la femme et la femme au foyer. Mais le crime le plus crapuleux qu'ils ont commis au détriment de la femme tunisienne, c'est d'avoir envoyé plus de 500 Tunisiennes à la guerre en Syrie pour la prostitution, jihad nikah. 40 femmes sont revenues en Tunisie enceintes. Le reste, ou bien tuées, ou bien en prison. Cependant, l'émanation de la femme, l'émancipation de la femme fut aussi une préoccupation sérieuse et active pour les hommes en Tunisie. C'est une obligation humaine. Ils ont accompagné les grandes étapes de la reconnaissance des droits des femmes pour acquérir une place prépondérante dans la société tunisienne. On cite Tahar El-Haddad, professeur à l'université Zitouna. C'est un véritable futuriste qui a prôné une vision progressiste
il est influencé par l'esprit réformiste initié par l'Afghani, Mohamed Abdou, Qasim Amin, Rifa'a Tahtawi, Boutros البستاني بطرس البستاني et Nour el-Houda al-Sha'rawi qui a dévoilé, dévoilé en public. Elle s'est dévoilée en public. C'était en Égypte et à une époque vraiment cruciale. Tahir el-Haddad est aussi un militant syndicaliste. Il a lutté activement en faveur des droits des syndicaux, des travailleurs, mais surtout il a publié son livre sur la femme, notre femme dans la législation islamique et la société. Mais c'était vraiment un chaos pour lui parce qu'il a été réfuté de son poste et réfuté par les cheikhs de la Zitounienne. Peut-être on va revenir juste quelques mots pour Bourguiba parce que c'est lui vraiment l'instigateur du code de statut personnel. Alors le code de statut personnel était promulgué par Bourguiba. Il était le précurseur de la femme en Tunisie. Pourquoi accorder une question pour Bourguiba, pourquoi accorder à la femme tunisienne autant de droits jusqu'en faire l'égal de l'homme devant la loi et la société? Bourguiba répondait, parce que si cela ne faisait pas maintenant, personne ne le fera plus tard. J'imposerai la liberté de la femme et des droits par la force de la loi sans attendre la démocratie de ceux qui ont été leurrés par une culture machiste au nom de la religion innocente. Juste pour là, un tout petit peu pour là, parce que là le statut, le CPS, c'est lui qui a donné à la femme la liberté pour le vote, le droit de choisir son mari, le droit de divorce. Et c'est à partir de ce et c'était le premier CPS dans le monde arabe. Merci beaucoup.